Bonjour, une vidéo un peu spéciale aujourd'hui parce que je vais revenir sur une vieille chronique que j'avais faite, mais que j'ai eu l'occasion de ressortir pour un challenge sur Facebook, hein, autant dire les choses. Donc je vais faire une vidéo reprenant ma vieille chronique du roman de Renard. Et le roman de Renard, évidemment, il y en a plein d'éditions très différentes. En l'espèce ici, je vais parler d'édition qui a été publiée dans la prestigieuse collection Bibliothèque de la Pléiade des éditions Gallimard. C'est une édition publiée sous la direction d'Armand Strubel avec la collaboration de Roger Bellon, Dominique Boutet et Sylvie Lefebvre. Cette édition donc chez la Pléiade est parue en 1998. L'exemplaire que j'avais consulté datait de 2006. Et ma foi, c'est un bouquin de la Pléiade, donc c'est très gros, ça fait dans les 1600 pages tout de même. Alors, annonçons franchement la couleur, je suis un adorateur fanatique du roman de Renard. C'est en ce qui me concerne une œuvre exceptionnelle, unique en son genre, et qui a gardé une part remarquable de sa saveur et de sa subversion près de 8 siècles après sa composition. Et c'est à n'en pas douter une œuvre qui a largement imprégné les mentalités françaises et peut-être même plus largement occidentales. Un fait qui en témoigne assez, le nom commun de renard pour désigner l'animal est dérivé du nom propre, renard, avec un T cette fois, nom qui est lui-même dérivé du germanique Reginhard ou Reinhard, qui est toujours employé aujourd'hui comme prénom. Donc ce nom désigne le héros de ces malicieuses aventures désormais, alors que le terme exact pour désigner ce mammifère, celui de goupil, plus proche assurément du latin vulpes, il est largement tombé en désuétude. Au-delà, l'association du renard à la ruse a perduré, si l'on n'emploie plus guère les expressions courantes autrefois de renardie, de confession renard, de malin comme renard, etc. L'image de l'astucieux renard anthropomorphe a largement perduré. Ce n'est sans doute pas un hasard si le Robin des Bois de Walt Disney est un renard. Au passage, le film d'animation a connu des déclinaisons plus officielles du roman, quand bien même destiné à la jeunesse, j'y reviendrai. Ainsi, le film de marionnette de Ladislas Starevich, que je me souviens avoir vu gamin dans un cadre scolaire et dont je garde encore aujourd'hui en tête certaines images, ou encore dans les années 1980, la série animée Moi Renard. Ah, ce générique. Toute mon enfance. Série donc qui déclinait astucieusement la fantaisie renardienne dans le monde contemporain. Certes, le public visé était jeune là encore, mais faire de Renard un youpi arriviste, pléonasme et amateur de jolies filles était plutôt bien vu, d'autant que notre renard est plus méchant que ça, et en fait, deux renards à Patrick Bateman et Jim Profit dans un sens. Bon, bien sûr, cette image du rusé goupil dépasse le seul roman de renard. La simple observation des mœurs de l'animal, ainsi par exemple son aptitude à feindre la mort pour tromper ses proies, astuce d'ailleurs régulièrement employée dans le roman qui se montre souvent très fin dans ses allusions aux comportements animaux, cette image donc a contribué à forger cette représentation de manière quasi universelle. Pour ne citer qu'un exemple bien lointain, au Japon, la culture populaire comme l'imagerie animiste véhicule un important mythe de l'esprit renard, astucieux et facétieux, et incomparablement dangereux le cas échéant. Mais c'est également en Occident une image qui a perduré dans les fables animalières. Tous à l'école, nous avons à un moment ou à un autre appris par cœur le corbeau et le renard de La Fontaine. Mais cette fable se rencontrait déjà auparavant, entre autres chez Marie de France, et encore auparavant chez Phèdre, il me semble, et bien sûr Ésope. Rappelons d'ailleurs qu'au Moyen-Âge, les recueils de fables sont souvent appelés Isopais. Inévitablement, cette célèbre histoire figure également dans le roman de Renard, à ceci près que Renard cette fois ne se contente pas de flatter le corbeau Tiesselin pour lui voler son fromage, mais essaye tant qu'à faire de bouffer également le volatile. Ce qui en dit long. En effet, si le roman de Renard a largement imprégné nos mentalités, c'est pourtant une œuvre finalement très méconnue, car largement trahie. Pour dire les choses clairement, le roman de Renard originellement n'est pas du tout, mais alors pas du tout destiné aux petits enfants. C'est un texte violent, cru, subversif, immoral, ne rechignant pas à la vulgarité grivoise et ou scatologique. Renard n'est pas simplement une astucieuse et souriante boule de poil qui fait des mauvais tours, certes, mais relativement innocent en fin de compte. Non, c'est une authentique ordure, un salopard fini, non seulement voleur et escroc, et assez sympathique, mais aussi violeur et assassin et fondamentalement cruel. Les mauvais tours de Renard, comme les railleries qui s'ensuivent, les gabes, témoignent de sa propension au mal. S'il use régulièrement de sa ruse pour sauver sa peau, au sens littéral, en bien des occasions il trompe, trahit et fait souffrir uniquement parce que cela l'amuse. Les textes les plus anciens du roman de Renard ne le jugent généralement pas, ou très hypocritement, et offrent simplement ses mauvais tours aux lecteurs et aux auditeurs dans un pur but de divertissement. Ce qui dans un sens ne fait que renforcer l'aspect subversif de la chose, j'y reviendrai. Mais les déclinaisons les plus tardives tentent de réintégrer la morale dans le roman, et l'image du seigneur de Maupertuis, le mauvais trou, en fait les frais.
Le rusé Goupil devient rien moins qu'un avatar du diable. Et c'est pourtant le héros, celui dont on suit les aventures avec plaisir et dont les mauvais tours parfois franchement ignobles nous font en rire et nous défoulent, dans la mesure où nous avons la chance de ne pas en être les victimes. Pourtant, depuis longtemps déjà, le roman de Renard est souvent présenté comme une œuvre de littérature enfantine, et on l'étudie parfois à l'école ou au collège dans des versions drastiquement abrégées et expurgées, en provenance directe d'un XIXe siècle imprégné d'ordre moral qui a privilégié l'élégance sur la rudesse originelle, gommé les traits les plus inacceptables et moralisé le tout. Tiens, ça me rappelle quelque chose là. Il ne s'agit ainsi pas seulement d'un affadissement, mais d'une véritable trahison dans certains cas. Je me souviens quand j'étais gamin de ma découverte du roman dans une minuscule édition scolaire saturée d'exercices de compréhension, puis plus tard de ma lecture en folio de la version dite classique de Paulin Paris. C'était déjà un régal en ce qui me concerne, mais le choc fut assez grand quand je découvris ultérieurement des éditions plus pures. Tenez, juste un exemple concernant ce fragment pourtant essentiel du roman de Renard, qui conte l'origine de la guerre entre les barons Renard le Goupil et Isengrin le Loup, l'opposition de ces deux personnages étant le thème central du cycle. Version propre d'enfant 19e. Renard se rend chez son compère, absent, et discute avec sa commère Hersan. Mais subitement, il se moque de la portée de Louveteau et s'enfuit. Hersan, furieuse, le suit à Maupertuis, mais la louve, trop grosse, ne peut rejoindre le Goupil dans son terrier et y reste bloqué. Renard sort de son repère par une autre ouverture et profite de ce que Hersan est coincé, le postérieur à l'air, pour lui asséner quelques petits coups de bâton sur les fesses, à la Guignol ou Scapin, bref comme un gamin facétieux. En version originale, c'est quelque peu différent. Renard, chez Isengrin, séduit ou est séduit par Hersan. La louve, nécessairement lascive et nymphomane, saute sur l'occasion de tromper son époux, guère satisfaisant sur le plan sexuel, et les deux canidés de forniquer allègrement. Après quoi Renard, qui est un bien meilleur amant qu'Isengrin, s'en prend au louveteau. Prenant acte de sa coucherie récente, qui n'était probablement pas une première, il les traite de bâtards, considérant qu'ils pourraient aussi bien être leur père, il leur pisse dessus, façon très animale de marquer sa propriété, et les roue de coups. Renard s'en va alors, laissant la famille des loups en larmes. Isengrin rentre chez lui. Hersan essaye de dissimuler l'aventure, mais les louveteaux dénoncent la mère infidèle et le traitement que leur infligeait Renard. Hersan se défend aussitôt en affirmant que Renard l'a violée et qu'Isengrin doit la venger. Aussi, Isengrin et Hersan se mettent-ils en quête de Renard, à Maupertuis, tandis qu'Isengrin fouille les environs. Hersan, donc, reste bloqué dans le terrier. Renard en sort par une autre issue et profite de ce qu'elle est coincée les fesses à l'air pour la violer brutalement à plusieurs reprises, et finalement, devant les yeux d'Isengrin, tout en insultant copieusement et de manière très fleurie, la traînée et le cocu. Non, décidément, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et de manière générale, c'est tout de même bien autrement saisissant et riche dans la version originelle. Cela faisait un petit moment déjà que j'étais pris de l'envie de relire le roman de Renard dans une version plus complète et authentique que tout ce que j'avais pu lire jusqu'alors. L'édition de cette œuvre phare dans la fameuse et coûteuse bibliothèque de la Pléiade me paraissait donc tout désigné. Et je ne regrette certainement pas cet achat, je me répète, je le sais, mais le roman de Renard fait décidément partie de ces livres rares que j'emporterai sur l'hypothétique île déserte. Mais qu'est-ce donc au juste que le roman de Renard? Une erreur à ne pas commettre, il ne faut pas prendre ici le terme de roman au sens où nous l'entendons aujourd'hui, quand bien même à l'époque, essentiellement la deuxième moitié du XIIe siècle et le début du XIIIe, donc en gros les règnes de Louis VII et de Philippe Auguste, on trouvait déjà des romans dans ce sens-là, dans la matière de Bretagne et plus largement la tradition courtoise. Le roman de Renard, en effet, est écrit en vers, en savoureux, quand même truffé de béquilles et parfois irrégulier, octosyllabes. Et si l'on parle de roman, c'est parce qu'il est écrit en langue vulgaire, entendre par là, non en latin, mais en vieux français. Ah ah. Pour les amateurs de précision, disons en langue d'oï, avec souvent des traits picards, mais on trouve aussi quelques allusions toponymiques normandes, et certains des textes les plus tardifs, et surtout parmi les déclinaisons postérieures, montent jusqu'en Flandre. Notons par ailleurs que l'on trouvera ultérieurement des versions du roman dans d'autres pays et d'autres langues, notamment en Italie et en Allemagne, mais ce n'est alors plus le roman de Renard au sens strict, production française. Mais il s'agit bien d'une œuvre écrite et non pas issue de la tradition orale, quand bien même jongleurs, trouvères et troubadours, bien sûr, récitaient le roman pour leur audience. Le texte est d'ailleurs farci de traits oraux et d'interpellations du public. Bon, nous n'en sommes plus aujourd'hui, semble-t-il, au débat virulent et plus ou moins politisé des érudits de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, opposant les tenants d'une origine populaire
et les partisans d'une origine savante. Aujourd'hui, la thèse savante l'a dans l'ensemble emporté, j'y reviendrai. Le roman est une œuvre polygraphe. Il est parvenu jusqu'à nous par plusieurs manuscrits très différents, comprenant un nombre plus ou moins complet de branches qui sont autant de variations. Notons que celles-ci sont présentées dans des ordres variables, n'obéissant ni à la chronologie de leur rédaction, ni à la chronologie interne du cycle renardien, guère aisé à établir, l'entreprise pouvant d'ailleurs être jugée passablement absurde. Ainsi, bon nombre de manuscrits, dont celui qui fournit l'essentiel de cette édition, débutent par la branche du jugement de Renard, qui évoque des textes rédigés antérieurement par Perrault, peut-être Pierre de Saint-Cloud, j'y reviendrai, et se situe nécessairement après l'épisode du viol d'Ersan, lequel ne figure que bien plus loin dans le manuscrit. Du fait de cette composition en branches, le roman a un aspect répétitif assumé, les auteurs multipliant les références aux autres textes dans les Gabes ou les Confessions Renard, où le Goupil énumère ses méfaits, feignant le remords, mais se vantant en fait de ses innombrables mauvais tours. Les allusions étant fréquentes concernant certains épisodes fondamentaux, le viol d'Ersan notamment, et certaines scènes étant largement reprises, l'intérêt résidant alors dans les variantes apportées, où l'auteur peut déployer toute son originalité, ainsi dans les nombreuses séquences judiciaires. Le jugement de Renard, le siège de Maupertuis, le duel judiciaire, l'Escandie, Renard le Noir, Renard médecin, la mort de Renard, Renard magicien. On peut d'ailleurs dresser un schéma classique des branches. Renard, poussé par la faim, quitte son terrier pour aller chercher de quoi se nourrir dans le monde des hommes, généralement le poulailler d'une ferme isolée ou d'une riche abbaye, puis rencontre, hors des sentiers battus, un animal à qui il joue un mauvais tour. Les différents auteurs sont mal connus, quand bien même quelques noms sont parvenus jusqu'à nous, et notamment celui de Pierre de Saint-Cloud dont on suppose qu'il aurait écrit les branches originelles. En tout cas, nombre d'indices laissent supposer qu'ils étaient pour la plupart membres du clergé et en tout cas relativement cultivés. En effet, si le roman emprunte certains traits aux fables et fabliaux qui avaient déjà largement intégré la culture populaire, tout en gommant souvent l'aspect édifiant, du moins dans les textes les plus anciens, il n'a que peu de liens avec les farces, mais témoigne par contre régulièrement de connaissances littéraires, théologiques, philosophiques, juridiques, etc., et descend en droite ligne de textes classiques, avec des guillemets, rédigés en latin, dont l'Isengrimus de Nivard, à peine antérieur, mais aussi des sources bien plus anciennes remontant à l'Antiquité. Il ne s'agit en tout cas pas, contrairement à ce que l'on affirme parfois, d'un exemple de littérature bourgeoise. Il suffit de lire le texte pour s'en rendre compte. La ville n'apparaît jamais, ou presque, dans le roman de Renard, dont l'univers est campagnard, fait de champs et de forêts, de châteaux et de villages, de fermes et d'abbayes isolées. Le terrain de prédilection des aventures de Renard se situe à la lisière de la nature et de la culture, de la forêt et des champs, et généralement dans les essarts, ces terres récemment gagnées sur la forêt, en friche et destinées à être cultivées, qui se multipliaient alors, parallèlement à l'explosion urbaine certes. Les emprunts à la littérature bourgeoise sont rares et s'intègrent généralement très mal. Les sources essentielles se trouvent dans la tradition religieuse plus ou moins populaire. Le roman de Renard s'inspire énormément de la pratique de la fête des fous, par exemple, et fait maintes allusions à ces réjouissances consistant en une complète inversion des valeurs, dont le carnaval contemporain n'est qu'un bien piètre ersatz. Il trouve aussi d'autres sources dans la littérature courtoise. Le roman est en effet une œuvre largement parodique, où les stéréotypes courtois sont impitoyablement moqués. Je dois dire que personnellement, n'ayant jamais aimé la tradition courtoise en général, et la matière de Bretagne en particulier, cette parodie me semble particulièrement jubilatoire. Une œuvre chevaleresque cependant résonne plus particulièrement avec le roman, celle de Tristan et Iseux qui mêle à l'amour courtois un soupçon d'immoralité, de ruse et d'adultère. Et l'on peut bien trouver une exception, le personnage d'Hermeline, l'épouse de Renard, qui dans certains textes, et notamment parmi les meilleurs, je pense en particulier au Puits, a tout de la pure châtelaine courtoise, fidèle et aimante, mais il est des branches, je vous rassure, où c'est une pétasse comme les autres. Mais on ne verra guère ici de preux chevaliers. Renard, seigneur de Maupertuis, est donc une enflure qui agit dans le dos. Son pire ennemi, le connétable Isengrin, est une brute épaisse et un crête infini, et les autres seigneurs, tels l'ours brun ou le matin Ronel, ne valent pas mieux. Tous, enfin, grands ou petits, nobles ou roturiers, clercs ou laïcs, sont des hypocrites cupides, égocentriques et parfaitement immoraux. Car le roman de Renard ne fait pas dans la parodie gratuite. Si les premières branches ne sont pas édifiantes à la manière des fables ou des branches les plus tardives, toutes n'en sont pas moins généralement portées sur la satire, extrêmement virulente et parfois puissamment subversive.
Le roman de Renard se montre impitoyable et tout le monde y passe, jusqu'au roi noble le lion, qui, si on accepte une branche un peu timorée, n'est pas davantage épargné que les autres. Despote, hypocrite et corrompu, foncièrement cruel, fondamentalement injuste, mais en même temps manquant régulièrement de poigne et cocufié par Renard, il n'y a finalement pas grand-chose pour lui. Les offices et la justice seigneuriale sont de même très sévèrement raillés. Mais le roman s'en prend essentiellement à trois cibles privilégiées. Premièrement, les membres du clergé, comme les auteurs qui savent donc de quoi ils parlent. Rappelons que nous sommes alors à une époque, suivant de peu la réforme grégorienne, marquée par les conflits politiques suscités par les ambitions de théocratie pontificale et par d'importantes réformes au sein du clergé régulier. L'ordre cistercien est encore récent et plus encore son développement par saint Bernard de Clairvaux, et c'est une première cible de choix. Les abbayes supposées austères et pieuses sont présentées comme étant d'une richesse écœurante, a fortiori en ces temps où la famine est commune et la faim est bien un thème omniprésent du roman de Renard. Les moines, et notamment les cisterciens hypocrites, sont des fainéants, impies et gras, incultes, cupides enfin. Plus tard, on retrouvera ces mêmes critiques contre les ordres mendiants et plus urbains des dominicains et des franciscains, notamment dans les déclinaisons postérieures au roman, voyez par exemple les pamphlets du polémiste Rutebeuf. Le clergé séculier n'est pas davantage épargné. Le curé de campagne dans la fantaisie renardienne est généralement un rustaud inculte. Le Chatibert, par exemple, connaît bien mieux que lui les Écritures saintes, et c'est dans un sens à bon droit qu'il lui vole sa Bible, dans la mesure où lui, au moins, sait la lire. Il est par ailleurs presque systématiquement marié, on était alors en plein dans la lutte contre le nicolaïsme, et forcément il est dominé par sa femme. Mais les ermites et a fortiori les pèlerins sont également critiqués, et de manière plus audacieuse, certaines pratiques religieuses. Le culte des reliques suscite quelques scènes cocasses, les miracles sont mis en doute, de même que le succès des croisades et la sincérité des croisés. La fête des fous amène régulièrement les animaux à accomplir les actes liturgiques, généralement complètement bourrés au vin de messe et gavés d'hosties, et les prières et litanies sont parodiées et ponctuées de paix. La confession renard est un thème récurrent, et la foi populaire naïve et superstitieuse est souvent raillée. Ainsi, dans Le Puits, une des branches les plus réussies et les plus subtiles, l'image simpliste d'un paradis matériel, où les plus grands criminels, dès l'instant qu'ils se sont confessés, même de manière peu sincère, s'emplissent la panse entourés par les anges. Notons par ailleurs qu'une des branches les plus tardives, les enfances de Renard, qui raconte la naissance de Renard et d'Isengrin, consiste en fait en une version apocryphe de la Genèse, même s'il ne faut sans doute pas voir une véritable subversion cette fois dans ce texte à la limite du corpus et moral. Deuxième cible privilégiée, les paysans. Tous sont stupides, lâches, indignes de confiance, superstitieux, à progains. Quand Renard les spolie, à vrai dire, on a le plus souvent guère envie de les plaindre. Enfin, troisième cible privilégiée, les femmes. Le roman de Renard est bien le produit de son temps et qui plus est de clerc. La misogynie, essentiellement cléricale, y est frappante. Les enfances de Renard expliquent ainsi que c'est Adam qui a créé les animaux bons, domestiques, le mouton, le chien, etc. Et Ève qui est responsable de l'apparition des animaux mauvais, sauvages, le loup, le goupil, etc. Les femmes dans le roman sont essentiellement maléfiques, souvent rusées, de vrais complices en renardis, et presque systématiquement lascives. Elles ne pensent qu'au sexe et ne parlent que de ça, ou presque. Et infidèles aussi. Ersan, on l'a dit, est une louve perpétuellement en chaleur. Son viol est très contestable et elle est à l'origine parfaitement consentante. La reine fière de même, elle aussi violée par Renard, elle obtient la clémence de son époux noble et désire volontiers revoir en cachette le goupil. Dans Renard Empereur après la mort d'Hermeline, Renard s'empresse d'épouser Fière en proclamant la fausse nouvelle de la mort de Noble à la croisade. Quand ce dernier revient, Fière ne se montre pas exactement joyeuse. Les exceptions sont bien rares. Hermeline, le plus souvent, certes, mais il est des branches où, croyant son époux mort, elle s'empresse bien vite de jouer à la veuve joyeuse. Et Ersan et Hermeline, mutuellement jalouses, se crêpent parfois le chignon avec une violence fort peu courtoise. Peut-être pourrait-on retenir alors la poule peinte de bons conseils. À voir. Plus que des attaques personnelles, de toute façon, c'est essentiellement dans des discours tenus par les personnages qu'éclate la misogynie des auteurs. Il n'est qu'à voir l'étrange allégorie de Comment Renard parfit le camp, où Renard et Doble se voient confier l'invention même du sexe féminin, ce trou hideux si semblable à l'anus. Évoquons maintenant brièvement cette édition en particulier. Tout d'abord, Joie, c'est une édition bilingue, le haut de page faisant figurer une traduction en français moderne, tandis que les octosyllabes en langue d'oïl occupent le bas de page. Alors honnêtement, seuls ils me paraissent largement illisibles, mais il peut être très utile de s'y reporter, et honnêtement les insultes et grivoiseries y sont souvent particulièrement fleuries.
Les notices et notes comme de coutume sont abondantes et souvent d'un grand intérêt. On notera cependant que la traduction se veut ici plus scientifique qu'élégante, d'où ce choix du manuscrit H, manuscrit de Paris, Arsenal 3334, assez complet, mais encore jamais édité. Nous y trouvons dans l'ordre la fameuse trilogie comprenant le jugement de Renard, le siège de Maupertuis et Renard Teinturier, Renard Jongleur. Nouvel épisode judiciaire ensuite et du plus grand intérêt. Le mélange entre anthropomorphisme et zoomorphisme y est particulièrement savoureux et la satire acerbe. Le duel judiciaire. Suit la confession de Renard, un texte assez tardif et lourdement moral. On y préférera le très amusant Le pèlerinage de Renard, et plus encore Le Puits, une des plus célèbres aventures de Renard, puissamment symbolique. Le jambon enlevé, Renard et le grillon est sans doute plus anecdotique. L'Escondit, par contre, est sans doute un des textes judiciaires les plus intéressants, notamment du fait du sabotage de l'Ordalie par Isengrin et Saint-Rohonel. Les Vêpres de Tibère est également une excellente branche, où Renard et le chat Tibère rivalisent de ruse et de malice, et se livrent à une réjouissante parodie de l'office religieux. L'influence de la fête des fous s'y fait particulièrement sentir. Suivent plusieurs branches relativement intéressantes, mais dans lesquelles généralement Renard est pris en défaut et ne parvient pas à tromper ses proies, et notamment Tibère donc. Chanteclair Mésangier Tibère, avec son amusante parodie des rêves prémonitoires de la tradition courtoise, Tibère et l'andouille, texte cocasse et vif, Tibère et les deux prêtres, plus mineurs. Un gros morceau ensuite, Tieselin, le viol d'Ersan, soit à la suite, le corbeau et le renard, et l'événement fondateur de la guerre des barons, Renard et Isengrin. Suit une autre jolie réussite très imaginative et qui figure là encore parmi les plus célèbres pages du roman, Renard et les anguilles. Pinsard le Héron, qui si je ne m'abuse ne figure que dans cet unique manuscrit, n'a guère d'intérêt par contre. Renard et Liétard est une branche étrange, à la fois intéressante et un peu dérangeante. Les humains y jouent un grand rôle, le Liétard du titre est un paysan, et Renard va cette fois jusqu'à faire tuer un de ses adversaires, le très stupide ours brun. Renard et Primo est également assez déstabilisant. Primo y est au choix une variante d'Isengrin ou le frère de ce dernier, c'est en tout cas un sacré bonnet à qui Renard en fait voir de toutes les couleurs. Suivent trois branches assez tardives, plus morales, mais aussi plus fantaisistes, et incomparablement plus longues que la plupart de celles qui précèdent. Renard le Noir consiste surtout en variations de thèmes précédemment vus. Renard médecin figure à la base parmi les textes judiciaires, mais débouche sur une ruse renardienne particulièrement cruelle et qui confirme en définitive son statut de grand seigneur. Il en profitera dans Renard empereur. Le partage des proies ensuite est une autre histoire célèbre, qui sera d'ailleurs également reprise par La Fontaine, il me semble. Très critique pour le pouvoir seigneurial ou royal, Noble y fait résolument figure de despote, et Renard y est plus bassement flatteur que jamais. La mort de Renard, comme son nom l'indique, vise à clore le cycle, mais Renard ne peut pas vraiment mourir, bien sûr. Le manuscrit H est ici lacunaire. La fin de la mort de Renard est donc empruntée à un autre manuscrit, de même que tous les textes suivants, regroupés sous le nom générique des autres branches du roman de Renard. Celles-ci sont d'un intérêt très variable. Les premières, Isengrin et le prêtre Martin, Isengrin et la jument et Isengrin et les deux béliers, comme leur nom l'indique, mettent en avant non pas le rusé goupil, mais le stupide loup. Ce sont des textes très braves, simples adaptations très vaguement renardiennes de fables classiques. Pas grand intérêt, il en va de même pour la monstrance du cul. Comment Renard parfit le camp évoqué plus haut est autrement plus intéressant, quand bien même à nouveau déstabilisant. Renard magicien ensuite est une réussite, une variante très bien vue et très inventive de Renard médecin, et un des rares textes du roman à introduire un élément clairement surnaturel, si l'on accepte bien sûr ces animaux qui parlent, mais c'est envisagé comme étant la norme. Renard s'y montre un talentueux nigromancien. Les enfances de Renard, également évoquées, est un texte assez sympathique. L'andouille jouée au morpion, par contre, n'a guère d'intérêt, c'est une simple variante de Tibère et l'andouille. Cette compilation s'achève enfin sur un choix d'autres écrits renardiens qui témoignent de la portée immédiate du roman. Ces textes ultérieurs, XIIIe, XIVe siècle, en effet, ne s'intègrent pas dans le roman à proprement parler et ne se présentent pas comme de nouvelles branches, mais n'en eussent pas moins, quoique dans une perspective généralement bien plus morale et plus ouvertement satirique, des thèmes et des personnages développés par Pierre de Saint-Cloud et ses continuateurs. Les querelles des grands seigneurs, notamment successorales, ainsi la complexe affaire de Flandre et d'Artois, autorisent bien des scènes renardiennes à la façon des dernières branches qui se veulent des dénonciations de l'injustice. C'est le cas dans Du noble lion ou La compagnie de Renard, dans un extrait des mémoires de Philippe de Novare, ou encore dans Exemple d'Isengrin et de la chèvre tiré des récits d'un ménestrel de Reims. Le polémiste Rudebeuf n'hésite pas de même à puiser son inspiration dans le roman, ainsi qu'en témoignent ses pamphlets Renard le Bestourné et Sur Brichemer.
Après quoi, Le couronnement de renard est un long poème relativement maladroit, seul un extrait en est donné, où renard symbolise un cruel usurpateur bien réel. Jean de Condé procède différemment dans Son dit d'entendement, poème didactique consistant en une succession de tableaux édifiants dont une partie emprunte au roman de renard. On notera enfin un dernier poème, Le dit de la queue de renard, plus métaphorique, et qui vaut surtout pour sa description de l'immoralité urbaine, si peu entrevue dans le roman au sens strict. Suit donc un abondant appareil critique de près de 500 pages, et le tout constitue une très belle édition de ce texte majeur, difficilement comparable à quoi que ce soit. Le roman de renard aujourd'hui encore reste très drôle et incroyablement subversif. Lisez le roman de renard, c'est très 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 bien.